Tout le monde connaissait la princesse Caroline de Monaco comme l'élégante royale debout sur les balcons au-dessus de Monaco, vêtue d'une couture parfaite et souriante devant les caméras qui ne semblaient jamais la laisser seule. Mais très peu de gens ont compris la vraie femme derrière ces photographies. Ils ne savaient pas qu'elle était née avec la survie de toute une nation avant même de pouvoir ouvrir les yeux. Ils ne connaissaient pas la jeune mariée dont le mari la trahirait plus tard en vendant des photos privées de sa lune de miel, la veuve obligée de rentrer chez elle en noir à seulement 33 ans, ou la femme qui endurerait tragédie après tragédie, tandis que le monde continuait à qualifier sa vie de glamour. À l'âge de 68 ans, la vie de Caroline était devenue une histoire dont Monaco parle rarement honnêtement. La plupart des gens connaissent l'accident de voiture dévastateur de 1982 qui a coûté la vie à sa mère Grace Kelly. Certains connaissent l'accident de bateau de 1990 qui a coûté la vie à son mari. Beaucoup moins savent qu'il aurait reçu des menaces de mort avant que cette course mortelle n'ait lieu. Et presque personne ne parle de l'effondrement émotionnel, du mariage brisé et du chagrin privé qui l'ont suivi pendant des décennies, alors que le palais travaillait dur pour protéger l'image de contes de fées. Caroline est née le 23 janvier 1957 dans les appartements royaux du palais princier de Monaco. Elle n'est pas née dans un hôpital ou une clinique privée comme la plupart des enfants privilégiés. Son premier souffle s'est produit à l'intérieur des murs du palais, car même sa naissance avait une importance constitutionnelle. Dès le début, elle a été traitée comme bien plus qu'une fille nouveau-née. À l'époque, l'avenir de Monaco était lié à une réalité juridique fragile créée par le traité franco-monégasque de 1918. Si la famille Grimaldi ne parvenait pas à produire un héritier clair, la France avait le pouvoir légal d'intervenir et potentiellement d'absorber Monaco sur son territoire. Cela signifiait que la naissance de Caroline n'était pas simplement célébrée comme une joie familiale. C'était considéré comme une question de survie de l'État. Ce jour-là, des médecins étaient présents dans la salle, mais également d'énormes pressions juridiques et politiques. Les autorités comprenaient exactement ce qui était en jeu si la lignée royale échouait. Au moment où Caroline est entrée au monde, elle a été officiellement enregistrée comme princesse héréditaire. Avant qu'elle puisse comprendre la lumière, le son, ou même la voix de sa mère, sa vie était déjà liée à la survie de tout un pays. Ce fardeau semblait encore plus lourd parce que Monaco lui-même était incroyablement petit. En 1957, la principauté s'étendait à peine sur 2 km² et ne comptait qu'environ 18 000 habitants. Dans les grands pays, les naissances royales étaient symboliques. À Monaco, un seul enfant pourrait véritablement changer à jamais l'avenir du pays. Les journaux européens n'ont pas rapporté son arrivée comme la naissance d'un bébé royal ordinaire. Beaucoup l'ont traité comme un événement constitutionnel doté d'une énorme signification juridique. Certaines publications incluaient même des explications sur les lois successorales et sur ce que la naissance de Caroline signifiait pour le maintien de l'indépendance de Monaco. Le palais a publié un bulletin officiel annonçant l'heure exacte de sa naissance vers 16h15, afin que la ligne de succession puisse être officiellement documentée immédiatement. Et même alors, sa position n'a jamais été vraiment sûre. Caroline était l'héritière présomptive et non l'héritière absolue. Cela signifiait qu'elle n'hériterait que si aucun prétendant plus fort ne se présentait plus tard. Selon les lois monégasques de l'époque, un frère cadet aurait un rang supérieur à une sœur aînée quoi qu'il arrive. Cette réalité a façonné la façon dont les responsables du palais considéraient toute son enfance. Les tuteurs, les conseillers royaux et le personnel la traitaient comme l'avenir de la dynastie tout en sachant tranquillement que son statut pourrait disparaître du jour au lendemain. Elle a été élevée pour faire avancer la lignée à moins qu'un fils n'arrive pour la remplacer. Son enfance a commencé dans la pression mais aussi dans l'incertitude. Cette même tension existait au sein de sa famille. Sa mère Grace Kelly avait déjà sacrifié une vie dont la plupart des gens ne pouvaient que rêver. Avant d'épouser le prince régné, 3 en 1956. Grace était l'une des plus grandes stars d'Hollywood. Lauréate d'un Oscar gagnant environ 100 000 $ par film, dans les années 1950, une somme extraordinaire à l'époque. Elle a abandonné tout cela. Elle a laissé derrière elle des films majeurs, une liberté personnelle et une identité qu'elle avait passé des années à construire à Hollywood. Au moment où Caroline est née un an plus tard, Grace avait déjà complètement mis fin à sa carrière d'actrice. Elle se tenait aux côtés de son mari lors des cérémonies
et souriait aux photographes, mais ses proches ont déclaré plus tard qu'elle pleurait en privé la vie qu'elle avait laissée derrière elle. Cette tristesse se serait accentuée après la maternité. Grace n'avait que 26 ans lorsqu'elle a quitté Hollywood pour toujours. La vie de palais a remplacé la célébrité par un autre type de prison enveloppée de diamants de protocole et d'attentes infinies. Des amis ont affirmé plus tard qu'elle regardait parfois ses vieux films au théâtre du Palais non par vanité, mais parce que la femme qu'elle était lui manquait. Autour de Caroline, elle n'était plus Grace Kelly, la star de cinéma. Elle était Son Altesse Sérénissime. Les serviteurs lui adressèrent la parole formellement. Les apparitions publiques ont précédé le confort personnel et le maintien de la perfection est devenu partie intégrante de la vie quotidienne. Le palais était magnifique de l'extérieur, mais à l'intérieur il pouvait sembler émotionnellement froid. Le prince Rainier III apporta une autre intensité dans la maison. Il avait accédé au trône à seulement 25 ans et dirigeait Monaco avec l'état d'esprit d'un homme d'affaires déterminé à construire un empire. Il a développé le tourisme, renforcé l'industrie des casinos, construit des hôtels de luxe et transformé Monaco en un terrain de jeu pour l'élite mondiale. Son emploi du temps était implacable. Les réunions remplissaient ses journées et les journaux d'État remplissaient ses nuits. Le personnel du palais a décrit plus tard un environnement dans lequel le devoir passait toujours avant le lien émotionnel. Même à l'intérieur de leur maison, la chaleur semblait souvent secondaire par rapport à la responsabilité. Cela rendait difficile une véritable proximité familiale. En public, ils avaient un l'air impeccable. Ils ont assisté à des galas, des dîners d'État, des fêtes, sur des yachts et des événements caritatifs entourés de célébrités, de diplomates et de milliardaires. Chaque photographie suggérait la perfection. Derrière ces images soignées, la vie quotidienne semblait bien moins intime. Les initiés du palais ont affirmé plus tard que Grace et Rainier mangeaient souvent à des heures différentes ou dans des pièces séparées. Les enfants dînaient souvent loin de leurs parents. La vie de famille semblait souvent structurée comme une institution plutôt que comme un foyer. Caroline a grandi dans une forteresse médiévale entourée de richesses d'art inestimables de serviteurs et d'un luxe extraordinaire. Pourtant, bon nombre de ses repas étaient pris avec des nounous des tuteurs et du personnel du palais, plutôt qu'avec sa mère et son père. L'étiquette royale exigeait que les enfants mangent séparément, jusqu'à ce qu'ils soient considérés comme suffisamment mûrs pour les dîners formels. Pour Caroline, cette séparation aurait duré jusqu'à l'âge de 14 ans environ, alors que les diplomates et les stars de cinéma étaient assis à côté de ses parents dans des salles scintillantes. Elle s'asseyait souvent dans des pièces plus petites, avec des décors argentés parfaits et presque aucune chaleur émotionnelle. Dans un palais rempli de monde, elle a appris très tôt à quoi ressemblait la solitude. Puis, avant qu'elle soit en âge de comprendre pleinement ce qui se passait, tout a changé. Le 14 mars 1958 naît son frère cadet Albert, prince de Monaco. Et avec ce seul événement, le rôle qui avait défini son existence a disparu du jour au lendemain. Parce qu'Albert était un homme, les lois successorales de Monaco l'ont immédiatement placé avant elle. Le même système qui avait autrefois traité Caroline comme l'avenir du royaume avait discrètement transféré cette responsabilité à son jeune frère. L'enfant, autrefois né pour sécuriser Monaco, s'est soudainement retrouvé remplacé avant même d'être en âge de comprendre ce qu'elle avait perdu. Elle est passée de l'assurance nationale à la 2e place avant même de pouvoir dire mère ou père. Cette perte précoce comptait même si elle était trop jeune pour la comprendre avec des mots. Cela a donné le ton à une grande partie de sa vie. Le devoir est resté. La pression est restée. Mais ce n'était pas le cas de la certitude. Elle était toujours royale, toujours visible, toujours importante, mais plus centrale au même titre. En vieillissant, ce sentiment s'est accentué. Caroline résumera plus tard son enfance avec une phrase simple qui disait tout. Ce qu'elle devait faire passait toujours avant ce qu'elle voulait faire. Ce n'était pas seulement un sentiment personnel. C'était le système dans lequel elle avait grandi. Son père voulait des enfants disciplinés, prêts à la vie royale, et non des esprits libres. Ainsi, dès l'âge de 5 ou 6 ans, les journées de Caroline étaient remplies de protocoles d'apparence, de règles et d'attentes. Même les petits choix, les vêtements, les amis, le comportement étaient filtrés à travers une seule question. Qu'est-ce qui semble bien pour Monaco ? Et parce que ses parents étaient si éloignés, la personne sur laquelle elle s'appuyait le plus n'était pas sa mère ou son père, mais sa nounou, Maureen Moran Wood.
Caroline et Albert s'attachent profondément à elle. À un moment donné, alors que Morin partait en vacances, les deux enfants pleuraient si fort et la suppliaient si désespérément de ne pas partir que Grace a dû la rappeler plus tôt. Cela en dit long. Dans une maison remplie de titres et de formalités, la nounou est devenue la seule personne qui se sentait en sécurité et stable. Caroline a admis plus tard qu'elle n'avait même pas dîné dans la même pièce que ses parents jusqu'à l'âge de 14 ans. Ainsi, alors que le monde considérait Grace Kelly comme la mère glamour d'un palais de contes de fées, Caroline la considérait souvent comme quelqu'un de lointain. Morin était le centre émotionnel de sa jeunesse. Puis, en 1965, la famille change à nouveau avec la naissance de la princesse Stéphanie. Caroline avait alors 8 ans, assez vieille pour ressentir des changements d'attention. En tant qu'aînée, elle avait déjà subi les premières attentes et pressions, mais l'arrivée d'une sœur cadette l'a fait se sentir encore moins vue. Dans un foyer où l'affection ne circule pas facilement, l'attention peut sembler rare. L'énergie vive et rebelle de Stéphanie attirera plus tard sa propre fascination du public, ce qui ne fera qu'approfondir le sentiment de Caroline d'être la personne sérieuse, la responsable, celle qui passe au second plan, tandis que d'autres attirent de la lumière. Son évasion du palais ne s'est pas faite par la liberté. Cela est venu par les écoles. D'abord St. Mary's à Ascot, puis Sciences Po à Paris, puis la Sorbonne. Sur le papier, cela avait l'air impressionnant, et ça l'était. Elle était brillante, disciplinée et forte sur le plan académique. À la Sorbonne, elle a étudié la philosophie et a également suivi des cours de psychologie et de biologie, mais derrière cet exploit se cache une autre vérité. Elle a passé une grande partie de sa jeunesse loin de chez elle. Son père pensait que cette voie la rendrait sérieuse et préparée, mais cela signifiait également que certaines de ses années les plus importantes étaient passées dans des salles de classe formelles et des internats plutôt que dans une vie de famille chaleureuse. Au moment où elle a terminé ses études, elle était devenue très instruite, hautement polie et émotionnellement entraînée à fonctionner, mais cela ne voulait pas dire qu'elle se sentait enracinée. À la fin des années 1970, Caroline elle-même était devenue une star d'un autre genre. Elle n'était plus seulement la fille royale cachée derrière les murs du palais. Elle était l'une des jeunes femmes les plus photographiées d'Europe. Les couvertures de magazines se multiplient. Les paparazzis l'ont suivie à travers Paris. Les maisons de couture la voulaient dans leurs vêtements. Chaque sortie est devenue une histoire. Chaque expression est devenue matérielle. La jeune fille élevée dans le devoir était désormais devenue un symbole de glamour, qu'elle veuille ou non ce rôle. Cela s'est produit au moment même où elle essayait de vivre comme une étudiante. Elle s'est inscrite à Sciences Po à Paris et a poursuivi ses études, mais le monde s'intéressait bien plus aux endroits où elle allait le soir qu'à ce qu'elle lisait le jour. Elle est devenue une habituée de la vie nocturne de la ville, notamment dans des lieux comme Régime, où elle pouvait danser jusqu'au petit matin et se sentir au moins pendant quelques heures moins comme une princesse et plus comme une jeune femme essayant de respirer. Le problème était que rien ne restait privé. Si elle allait à un gala, les caméras la suivaient. Si elle assistait à 4 événements par semaine, la presse en faisait une personnalité. Sa vie sociale a englouti sa vie académique dans l'imaginaire du public, même si elle était une bonne élève et qu'elle avait extrêmement bien réussi à l'école. En fait, elle avait obtenu son baccalauréat français avec mention très bien excellent, notamment en philosophie. Les enseignants ont loué son travail. Elle avait de réelles capacités, mais la presse s'en souciait peu. Il mentionnait brièvement ses notes, puis revenait aux photos et aux rumeurs des boîtes de nuit. Au fil du temps, cette inadéquation a fait d'elle une contradiction publique. Elle était intelligente, instruite et réfléchie, mais le monde l'a aplatie à l'image d'une princesse du parti. Ses parents ont essayé de contrôler cette image, et ce faisant, ils l'ont éloignée encore plus. Des déclarations du palais ont été publiées. Les efforts de relations publiques se sont intensifiés. Certaines photos ont été contestées. Des comparutions en toute sécurité ont été organisées. Plus le palais essayait de la façonner en quelque chose de raffiné et de gérable, plus elle reculait. Elle a sauté des engagements. Elle a rendu ses choix privés plus visibles publiquement. Et chaque acte de rébellion ne faisait qu'alimenter davantage les caméras. Le palais voulait de la discipline. Caroline voulait de l'espace. Le résultat était une tension constante. Puis vint Philippe Junot. Caroline avait 21 ans lorsqu'elle l'a épousé en 1978.
Il avait 38 ans, 17 ans de plus, c'était un homme d'affaires français, réputé pour sa vie nocturne, son charme et son instabilité. C'était exactement le genre d'homme que ses parents craignaient. Régnier et Grace ne voyaient pas de partenaire solide. Ils ont vu le risque, l'embarras et la difficulté de s'approcher de leur fille avec le sourire. Junot avait l'image d'un playboy de la jet-set, un homme toujours en mouvement et jamais totalement ancré. Même avant le mariage, la famille était inquiète. Pourtant, le mariage s'est déroulé en grand. Monaco a organisé le genre de spectacle royal auquel le monde s'attendait. Il y avait des photographes partout, des invités célèbres, une attention mondiale et tout l'éclat d'un conte de fées moderne. Mais derrière les paillettes, l'ambiance au sein de la famille était bien plus sombre. Grace, selon des récits ultérieurs, était profondément affligée et ne croyait pas que le mariage durerait. Ainsi même, le jour qui aurait dû être joyeux, la peur était cachée sous la cérémonie. Ce qui a aggravé les choses, c'est la trahison. Junot aurait amené un ami photographe pendant la lune de miel et des images privées de Caroline se sont rapidement retrouvées dans les tabloïds. Des photos qui auraient dû rester personnelles font la une des journaux. Pour Caroline, cela a profondément blessé. Elle ne venait pas seulement de vivre un mauvais mariage. Elle avait contracté un mariage dans lequel même l'intimité pouvait être vendue. La femme qui avait passé toute sa vie à être surveillée découvrait désormais que l'homme le plus proche d'elle pouvait également la rendre heureuse. En octobre 1980, un peu plus de 2 ans après le mariage, ils divorcèrent. Caroline n'avait que 23 ans. Le mariage civil a pris fin, mais l'Église n'a pas accordé l'annulation pendant de nombreuses années, la laissant dans un entre-deux douloureux. Elle pouvait avancer publiquement, mais pas pleinement au sens religieux. La fracture juridique était nette. Il n'y a pas eu de conséquences émotionnelles. Lorsque la princesse Caroline de Monaco a rencontré Stefano Casiraghi, sa vie était déjà pleine de fissures. Sa mère Grace Kelly était décédée dans le tragique accident de voiture du 14 septembre 1982, et cette perte pesait toujours sur tout. Dans le même temps, Caroline portait la douleur de son mariage raté avec Philippe Junot, tandis que Stefano sortait lui aussi du chagrin après avoir mis fin à ses fiançailles avec une Italienne. Ainsi, lorsqu'ils sont entrés dans le monde de l'autre, cela ne s'est pas produit dans un moment lumineux et insouciant. Cela s'est produit alors qu'ils étaient tous les deux meurtris, fatigués, et essayaient tranquillement de recommencer. Ils ont d'abord rejoint le même cercle par l'intermédiaire de leur ami commun, Francesco Caltagirone, en Sardaigne et en Corse à l'été 1983. Mais la véritable étincelle est venue à Monaco, au Jimmy's Disco, au printemps de la même année. Très vite, les gens autour de Caroline ont remarqué quelque chose de différent chez Stefano. Tant d'hommes avaient été attirés par son titre, son nom, ou le glamour qui la suivait partout. Stefano ne semblait pas intéressé par tout cela. Il la traitait comme une femme, pas comme une récompense. Cela seul l'a fait se démarquer. Il avait 23 ans, italien, beau, confiant et chaleureux, d'une manière qui permettait à Caroline de se sentir en sécurité. Bientôt, il l'emmena au château familial, à Fino Mornasco, où elle rencontra ses parents Giancarlo et Fernanda, dont le monde était construit sur le pétrole, le chauffage et l'immobilier. Pour Caroline, qui avait grandi dans le devoir, les cérémonies et la pression, c'était comme de l'air frais. Soudain, ce furent des sorties dans les restaurants parisiens, de petites escapades à New York et à Londres, et une sorte de bonheur normal que la vie de palais lui avait rarement procuré. Des amis ont appelé cela le coup de foudre. Caroline elle-même dira plus tard « J'avais mon conte de fées. Nous le savions tous les deux. C'est ce qui a rendu leur lien si puissant. » Cela n'avait pas seulement l'air romantique de l'extérieur. Cela semblait guérir quelque chose en elle. Fin 1983, ils se sont mariés. Le mariage a eu lieu le 29 décembre, lors d'une cérémonie civile au Palais Princier de Monaco, dans la Galerie des Glaces, sous le portrait de Grace Kelly. Cela n'a duré qu'une quinzaine de minutes, mais cela avait beaucoup de sens. Caroline portait une robe simple, courte, beige, crème soie et satin, et Stefano gardait les choses élégantes et sobres. Il n'y a pas eu de cérémonie catholique, car le Vatican considérait toujours comme valide son premier mariage avec Philippe Junot. L'annulation n'interviendra qu'en juin 1992. De plus, Caroline était déjà enceinte de plus de 3 mois de leur premier enfant. Il y avait donc urgence dans tout. Malgré tout, le mariage a été un tournant. Le prince Régnier n'avait annoncé leur fiançailles que le 19 décembre, ce qui a surpris de nombreuses personnes à la cour. Mais le charme facile de Stefano a fonctionné rapidement.
En peu de temps, il a gagné la confiance de Régnier, a contribué à renforcer l'image commerciale de Monaco grâce à des entreprises comme NJCO et à la direction d'une boutique Christian Dior, et s'est intégré dans la famille avec une facilité surprenante. Pour Caroline, c'était plus qu'un mariage. C'était une façon de sortir de la triste étiquette qui lui avait été imposée, celle de princesse divorcée sous le contrôle du Vatican. Outre Stefano, elle avait l'air de nouveau heureuse, et Stefano semblait fait pour ce rôle dans sa vie. Il était athlétique, prospère et plein d'énergie. Il avait étudié à Bocconi avant de se lancer dans les affaires et s'est bâti une réputation à la fois de financier et de coureur de bateaux à moteur audacieux. Il remportera 12 des 80 courses au large, établira un record de vitesse sur le lac de Côme de 277 km/h en 1984 et remportera le titre d'Atlantic City en 1989. Pourtant, malgré toute cette vitesse et cette ambition, ce que les gens ont le plus remarqué, c'est à quel point il était profondément dévoué à Caroline. Il a protégé son intimité, équilibré sa réserve tranquille avec son esprit plus vif, et a réussi quelque chose qu'aucun prétendant auparavant n'avait fait. Il conquiert complètement le prince Régnier III. Régnier le traitait presque comme son deuxième fils. Des amis ont déclaré que Stefano faisait en sorte que le palais ressemble moins à une institution qu'à une maison. Lui et Caroline skiaient ensemble, naviguaient, jouaient au tennis et semblaient vivre la vie comme une véritable équipe. Après le chaos de la mort de sa mère et la trahison de son premier mariage, Stefano est devenu le point d'ancrage émotionnel dont Caroline avait cruellement besoin. Ce sentiment n'a fait que s'approfondir lorsque les enfants sont entrés dans leur vie. Leur fils Andrea Albert Pierre est né le 8 juin 1984 à l'hôpital Princesse Grace de Monaco. Leur fille Charlotte Marie Pomaline suivit le 3 août 1986, puis Pierre Régnier Stefano arriva le 5 septembre 1987 également à l'hôpital Princesse Grace. Les noms avaient une signification familiale et les enfants ont changé tout le rythme de la vie de Caroline. Elle avait grandi dans un monde royal rigide et émotionnellement distant, mais elle construisait désormais quelque chose de plus doux et de plus chaleureux pour sa propre famille. Les reportages des médias revenaient sans cesse sur la même idée. Pour une fois, une maison Grimaldi paraissait normale, voire joyeuse. Stefano était un père aimant, pleinement présent malgré sa vie de course et d'affaires, et Caroline semblait s'épanouir dans la maternité. Des années plus tard, après l'annulation de son premier mariage, le pape Jean-Paul II légitimera les enfants en février 1993. Mais bien avant que cette reconnaissance de l'Église n'arrive, ils étaient déjà devenus le centre du monde de Caroline. En un peu plus de 3 ans, sa vie était passée du scandale et de la solitude au mariage aux enfants et au genre de bonheur qu'elle pensait autrefois ne jamais vraiment durer. Et peut-être que cette dernière partie était le problème. C'était si beau qu'il semblait aussi fragile. La grande passion de Stefano était la course de bateaux à moteur au large, et Caroline n'a jamais aimé à quel point c'était dangereux. Elle en comprenait le frisson, car Stefano aimait la vitesse, la compétition et le défi de la mer. Mais elle savait aussi que ce sport pouvait devenir mortel en quelques secondes. Il a couru comme accélérateur sur un catamaran de 42 pieds appelé Pino di Pino, souvent à des vitesses choquantes et sans le type de protection considéré plus tard comme essentiel. En 1989, il a remporté le titre de classe mondiale au large du New Jersey. Puis en 1990, il revient défendre ce titre. Quelques semaines seulement avant la course finale en septembre 1990, il y avait déjà eu une effrayante explosion au large de Guernesey. Il y a survécu, mais l'avertissement était là. Puis arrive le 3 octobre 1990. Ce jour-là, au large de Monaco, près de Saint-Jean-Cap-Ferrat, la mer se retourne contre lui. Le bateau a heurté de fortes vagues, s'est retourné violemment, et la tragédie s'est déroulée en quelques secondes. Le copilote Patrice Innocenti a été éjecté et a survécu. Stefano était piégé. Certains rapports indiquent que son cou s'est brisé instantanément. D'autres se sont concentrés sur la façon dont l'absence d'un harnais approprié, d'une verrière et d'une protection de coque fermée l'a exposé à un impact mortel. Il n'avait que 30 ans. Caroline était à Paris lorsque cela s'est produit et lorsqu'elle est revenue précipitamment, elle est revenue vêtue de noir, désormais veuve, avec 3 jeunes enfants. Andrea avait 6 ans, Charlotte avait 4 ans, Pierre avait 3 ans.
Le palais a annoncé que la tragédie avait revisité la famille royale de Monaco, et les mots ont retenti avec une force terrible, car tout le monde se souvenait de la mort de Grace Kelly 8 ans plus tôt. Les funérailles ont eu lieu à la cathédrale Saint-Nicolas, faisant écho aux propres funérailles de Grace. Et Stefano a été enterré dans la chapelle de la Paix avec le grand-père de Caroline. Il y a même eu un rebondissement final amer. Il aurait prévu d'abandonner après cette course. Sa mort a brisé Caroline. Certains murmures assombrirent encore davantage l'histoire. Des amis ont affirmé que Stefano avait reçu des menaces de mort quelques jours avant l'accident. On parlait d'une voiture par balle de crainte concernant les bombes et de vieux soupçons liés à l'argent et au milieu d'affaires dangereux. La police a enquêté sur un sabotage, notamment parce que le bateau n'était pas entièrement surveillé, mais a finalement conclu à un accident. Cette réponse officielle a clôturé l'affaire, mais elle n'a pas pu apaiser le sentiment que quelque chose dans la perte était presque trop cruel à supporter. La mer juste en dessous du palais avait emporté son mari, tout comme la route de montagne de Monaco avait emporté sa mère. Après cela, Caroline a disparu des projecteurs. Elle a quitté Monaco avec Andrea Charlotte et Pierre et s'est retirée dans un village tranquille de France, loin des caméras, loin du palais et loin de l'eau qui semblait désormais hantée. Les personnes qui l'ont vue plus tard ont déclaré qu'elle avait l'air transformée par le chagrin, plus fin, plus silencieux, presque évidé. Elle n'a jamais parlé ouvertement et en détail de ce que ressentait cette douleur, mais son entourage a compris qu'elle avait subi 2 pertes tragiques avant d'avoir 34 ans. Sa fille Charlotte parlerait plus tard de la solitude qui lui restait d'avoir grandi sans père. Caroline, quant à elle, s'efforçait de garder ses enfants ensemble et de leur donner un certain sentiment de sécurité. Selon ses proches, elle leur aurait dit que leur père était avec Jésus au ciel et qu'ils prendraient désormais soin l'un de l'autre. C'était une phrase simple, mais elle portait toute la forme de sa nouvelle vie. Même en portant ce chagrin, Caroline n'a pas arrêté de travailler. En vérité, son service public avait commencé bien plus tôt. En 1979, alors qu'elle n'avait que 22 ans, ses parents l'avaient nommée présidente du comité monégasque pour l'année internationale de l'enfant. Ce rôle l'a poussée très jeune à se lancer dans la défense des enfants. Elle avait elle-même connu la solitude. Avant la naissance de Prince Albert, en 1958, elle avait été brièvement héritière présomptive et une grande partie de son enfance avait été structurée, surveillée et maîtrisée émotionnellement. Ainsi, lorsqu'elle a fondé Jeunes J'écoute en 1981, une ligne d'assistance téléphonique pour les jeunes aux prises avec des drogues, des abus de la négligence et des pensées suicidaires, le travail lui a semblé personnel. Le service a formé des dizaines de conseillers et a traité des milliers d'appels chaque année. Les critiques l'ont peut-être qualifié de charité de princesse, mais l'impact était réel et Caroline a continué à construire à partir de là. Après la mort de Grace, en 1982, elle a également assumé un rôle culturel qui est devenu central dans l'identité de Monaco. Son père la nomma présidente de la Fondation Princesse Grace et elle s'efforça de réaliser le rêve artistique que sa mère avait aimé. En 1984, elle dirige le Festival du Printemps des Arts et en 1985, elle lance le Ballet de Monte-Carlo, apportant un nouveau souffle à la scène artistique de la principauté. Même après la mort de Stefano, elle a continué assumant davantage de responsabilités au sein de la Fondation Prince Pierre, de la Philharmonie de Monte-Carlo et des programmes d'art contemporain qui ont contribué à redonner vie à Monaco culturellement. En public, l'image a lentement changé. Elle n'était plus seulement la veuve tragique, elle devenait quelque chose de plus stable et plus difficile à ignorer. Une femme qui transforme la douleur en travail. Ce même schéma s'est également manifesté dans ses efforts humanitaires. En avril 1993, elle devient présidente d'Amélie Mondiale, le groupe de protection de l'enfance fondé par Grace en 1963. Plus tard, elle deviendra mécène de l'UNICEF et ambassadrice de bonne volonté de l'UNESCO, utilisant sa plateforme pour soutenir l'éducation des filles et des enfants dans les zones de guerre et des jeunes victimes de trafic et d'abus. Ses 4 enfants gardaient cette mission près de son cœur. Andrea Charlotte et Pierre avaient déjà changé sa vie, et en 1999, sa fille Alexandra naîtrait ouvrant un nouveau chapitre bien plus compliqué. Parce qu'à ce moment-là, Caroline était entrée dans une autre histoire d'amour, même si celle-ci avait une ambiance très différente. Au milieu des années 1990, des rumeurs se sont répandues dans toute l'Europe, selon lesquelles le prince Ernst Auguste de Hanovre aurait été secrètement impliqué avec Caroline.
Les ragots ont pris feu car il était toujours marié à Chantal Ochuli, et Chantal avait autrefois été proche de Caroline. Cela a transformé l'histoire d'un scandale ordinaire en quelque chose d'explosif. La presse l'a qualifié de triangle royal. Les chroniques mondaines s'en nourrissent. La télévision en a parlé. En 1997, Ernst avait demandé le divorce, mettant ainsi fin à un mariage de 16 ans. Puis, le 23 janvier 1980, 19 jours du 42e anniversaire de Caroline, ils se marièrent civilement au palais princier de Monaco. Les journaux ont adoré le symbolisme et l'ont appelé le mariage d'anniversaire, mais la lueur de ce jour n'a pas dissipé la tension qui l'entourait. Lorsque leur fille Alexandra est née le 20 juillet 1999, les tabloïds ont rapidement commencé à faire ce qu'ils appellent l'arithmétique des tabloïds, comptant les semaines à rebours et soulignant haut et fort que la grossesse avait commencé avant la cérémonie. Au lieu de célébrer l'enfant, une grande partie de la presse a transformé son arrivée en un nouveau scandale. Et malheureusement, le mariage lui-même se détériorerait également. Ernst est devenu moins connu pour son charme que pour ses explosions publiques, son comportement violent et ses humiliations répétées. Les rapports se sont accumulés jusqu'au début des années 2000. Il y a eu des incidents de cris de menaces d'agression et même un épisode largement médiatisé dans un service psychiatrique après une panne particulièrement alarmante. Caroline se retrouvait souvent coincée entre préserver sa dignité en public et gérer le chaos en privé. Puis en 2005, un autre coup dur est arrivé. Le 6 avril, le prince Rainier III décède à l'âge de 81 ans des suites de graves problèmes de santé. Mais le choc est devenu encore plus lourd puisque la veille, Ernst August avait sombré dans un coma profond à cause d'une pancréatite aiguë. Caroline, alors âgée de 48 ans, se retrouvait entre deux crises, à la fois l'une au chevet de son père et l'autre dans la chambre d'hôpital de son mari, alors que Monaco s'apprêtait à pleurer son prince sous les yeux du monde. Elle a enterré Rainier le 15 avril et est restée debout. Dans les années qui ont suivi la mort de Rainier, et avant que le prince Albert n'épouse Charlene Wittstock en 2011. Caroline a naturellement assumé le rôle de première dame par intérim de Monaco. Elle a organisé des événements d'État, dirigé des galas de charité et exercé ses fonctions publiques avec la même force calme qui avait marqué une grande partie de sa vie d'adulte. Pourtant, son mariage privé avec Ernst était déjà devenu vide de sens. En 2009, des rapports ont fait surface selon lesquels Caroline l'avait découvert avec une mondaine française. Après cela, elle est partie et n'a plus jamais vraiment vécu avec lui. Légalement, ils sont restés mariés, mais en pratique, la relation s'est arrêtée là. Ernst est apparu plus tard dans des pages de potins avec des copines beaucoup plus jeunes, tandis que Caroline s'est repliée davantage sur elle-même, se concentrant sur ses enfants, ses causes et Monaco lui-même. Le temps lui rappelait sans cesse la vie qu'elle avait construite avec Stefano. En décembre 2024, Fernanda Biffi Casiraghi. La mère de Stefano est décédée à 99 ans à Fino Monaco, quelques mois seulement avant son 100e anniversaire. Caroline a assisté aux funérailles avec Andrea, Charlotte et Pierre, et cette apparition disait quelque chose de puissant sans avoir besoin de beaucoup de mots. Plus de 3 décennies après la mort de Stefano, le lien avec sa famille était toujours présent. C'était la loyauté, la mémoire, et peut-être aussi l'amour dans sa forme la plus longue. Même ses enfants ont parlé à leur manière de ce à quoi ressemblait cet héritage de chagrin et de force. Charlotte a un jour pensé que les tristes événements arrivent à tout le monde, même s'ils arrivent tôt, et laissent des traces profondes. Elle parlait des questions existentielles qui ont suivi la mort de son père, et là-dedans, on pouvait aussi entendre un peu de Caroline. Grace est décédée en 1982. Stefano est décédé en 1990. Rainier est décédé en 2005. Les pertes ne se sont jamais vraiment arrêtées. Même lorsque la princesse Charlène a été confrontée à de graves problèmes de santé à partir de 2020, et Caroline est intervenue à nouveau soutenant la famille et remplissant tranquillement l'espace vide chaque fois que Monaco avait besoin de stabilité. Et pourtant, ce n'est pas toute l'histoire de ces dernières années. Il y a une autre facette de Caroline qui a survécu à tout celle qui a continué à créer, à héberger, à protéger et à construire. Elle est restée au centre du ballet de Monte-Carlo, qui a fêté ses 40 ans en 2025. Elle est restée liée à la Fondation Princesse Grace et à Amadi Mondial.
En 2023, le studio Caroline a ouvert sous la Villa Casamia, ajoutant un autre espace culturel petit mais significatif, portant son nom. En décembre 2025, elle et Prince Albert ont ouvert la médiathèque Caroline, dotée d'un auditorium et d'un accès public. Un autre signe discret qu'elle avait choisi de laisser derrière elle non seulement le chagrin, mais aussi des institutions qui survivraient au chagrin. Il y avait aussi une dernière boucle étrange dans son histoire. Le 8 janvier 2026, Philippa Junot, son premier mari, est décédé à Madrid à l'âge de 85 ans. Sa fille Victoria a annoncé qu'il était décédé paisiblement entouré de sa famille après ce qu'elle appelle une longue, belle et aventureuse vie. Pour Caroline, cela a dû ressembler à la fermeture d'une très vieille porte. C'était lui qui avait jeté sa jeune vie dans le scandale à la fin des années 1970 et maintenant, des décennies plus tard, il avait également disparu.